Bonjour, bienvenue dans cette formation sur la gestion du risque H2S en assainissement urbain. Je suis Patrice Dupuis, consultant formateur, certifié Calliope. Je suis aussi professeur de microbiologie environnementale et de génie des procédés pour divers publics, étudiants et apprentis, en BTS métier de l'eau, en BTS Gémeaux, mais aussi pour des ingénieurs infrastructures hydrauliques à l'École nationale d'art et métiers à Angers, et aussi pour des BUT, des bachelors, à l'IUT de La Roche-sur-Yon. Cette vidéo de présentation a pour but de vous présenter le contenu, le programme, les objectifs pédagogiques, les prérequis pour suivre cette formation. Donc, comment s'organise cette formation? Alors, d'abord, pourquoi cette formation? L'H2S, c'est l'hydrogène sulfuré, donc l'odeur de l'œuf pourri, c'est un gaz qui est dangereux, produit dans tous les systèmes d'assainissement du monde, sous climat tropical, sous climat froid, ça ne change rien, dans toutes les eaux usées de toute nature, qu'elles soient urbaines ou industrielles, mais aussi dans les boues et malheureusement dans d'autres contextes aussi. Pensez aux marées vertes en Bretagne qui génèrent des sédiments importants sur les plages et dont l'H2S qui en émane tue de nombreux animaux et a tué déjà 2 personnes au minimum depuis les dernières décennies. L'F2S, il reçoit d'énormes dégradations des ouvrages, des bétons, des métaux, des équipements électroniques et électromécaniques. Il est à l'origine de nuisances olfactives pour les riverains, qui de plus en plus portent plainte. Et les plaintes pour nuisances olfactives sont les deuxièmes plaintes devant les tribunaux après le bruit. Et l'odeur d'égout arrive en tête du peloton. Pire, la F2S, c'est un gaz qui est mortel pour les égoutiers, mortel pour les exploitants, mortel pour les sous-traitants, les gens qui interviennent dans les réseaux visitables, qui interviennent dans les milieux confinés. La F2S a été responsable de très nombreux morts dans les décennies précédentes. Aujourd'hui, il y a quand même une mortalité qui est beaucoup plus réduite parce que justement, on sait former les gens et prévenir les risques. Alors cette formation, elle aborde vraiment la problématique H2S dans toutes les eaux, plutôt les eaux usées urbaines, mais j'aborde aussi les eaux usées industrielles. C'est pas une formation à proprement parler sur les techniques d'analyse, bien que ce soit abordé dans le chapitre 2, et c'est pas une formation sur la conception hydraulique des ouvrages. Là, il faudrait une formation vraiment à part entière. Mais ce sont des notions que j'aborde dans les supports. Alors, comment suivre cette formation-là ou se former quand c'est à votre rythme. C'est l'avantage du e-learning. Vous pouvez enchaîner toutes les leçons à la suite avec les quiz. Si vous enchaînez tout sans vous arrêter, il y en a pour 4h30. Mais bien sûr, vous faites à votre rythme. Beaucoup réécoutent la vidéo, reprennent des passages qu'ils n'ont pas bien compris, donc ce qui est normal. Donc vous faites vraiment à votre rythme, selon votre motivation, votre concentration, votre disponibilité. Trouvez-vous un endroit calme. C'est l'idéal pour rester concentré. La formation, elle s'organise en un parcours de 4 leçons à suivre dans l'ordre. Elles sont sanctionnées chacune par un petit quiz très rapide, maximum 10 minutes. Et vous avez le programme qui est indiqué sur la diapositive suivante. En termes de prérequis matériels, moi je vous recommande plutôt de suivre ça sur un ordinateur avec un écran un peu plus grand quand même que sur une tablette ou un téléphone. Il faut un bon débit internet, c'est de la vidéo. Donc si vous voulez réécouter, avoir un son de qualité, privilégiez plutôt l'ordinateur. À qui s'adresse cette formation? Alors plutôt aux exploitants des systèmes d'assainissement, bien entendu, des exploitants de réseaux d'assainissement, urbains ou industriels, de stations d'épuration, quelle que soit la taille de la station d'épuration, même les petites stations en milieu rural, aux techniciens ECA dans les collectivités et aussi administrations de tutelle, notamment les SATES par exemple, les agences de l'eau, des DT, etc., etc. En termes de prérequis, je conseillerais pour cette formation au minimum un niveau bac scientifique. Il y a des notions évidemment scientifiques dans cette formation qui sont assez denses, avec un peu de chimie, un peu de microbiologie, un peu de génie des procédés. Donc il faut avoir une petite connaissance un petit peu partout. Donc c'est l'idéal, c'est d'avoir un bac plus 2 en gestion ou traitement de l'eau ou en chimie des eaux. Mais cette formation, comme vous pouvez l'écouter plusieurs fois, les notions peuvent être abordées par des personnes qui ont simplement un bac scientifique. Ils vont réécouter plusieurs fois les diapositives, je pense, pour assimiler toutes les données. Cette formation s'organise donc en 4 parties. La première partie, donc vous pouvez voir, c'est l'origine de l'hydrogène sulfuré. Sa durée est à peu près 1h30 si vous la suivez d'une seule traite. Donc vous pouvez voir comme ça, chaque bloc, donc elle est organisée en 4 parties successives qu'il faut faire dans l'ordre. À chaque fois, vous avez la durée indicative et vous avez les objectifs qui vous sont rappelés. Alors par exemple, focalisons-nous sur la partie 1, l'origine de l'hydrogène sulfuré. Donc on est bien d'accord que le but c'est d'identifier l'origine de la problématique F2S, donc dans le traitement des eaux usées urbaines en l'occurrence, et surtout les points critiques à maîtriser, les points vraiment au long du réseau et dans les ouvrages d'assainissement qui sont les points les plus à risque.
Identifier les conséquences négatives pour l'exploitation, évidemment, quelles conséquences ça a pour, à la fois pour les ouvrages, bien sûr, mais bien entendu aussi pour les opérateurs, hein, et aussi pour les riverains, en termes de nuisance olfactive. Donc là, je rentre dans le détail, par exemple, des unités d'odeur européennes. Donc, au programme de cette partie, ben, on aura le mécanisme de formation, hein, l'origine bactérienne, quelles sont les conditions réactionnelles qui sont favorables, ce qu'on appelle l'environnement réactionnel. Donc, vous avez ici les points les plus importants, une température d'eau tiède, des conditions septiques, avoir du soufre disponible dans le milieu et un milieu qui est riche en éléments nutritifs, notamment en matière organique. Je détaille tout au long du réseau les points critiques, notamment le poste de relevage par exemple, tous les milieux confinés aussi. Quelles sont les conséquences pour l'exploitation? Donc, on parle bien dans le détail de la toxicité pour les opérateurs, hein. Alors, non pas simplement en termes de seuil, mais une toxicité, c'est à la fois un effet de teneur et de durée d'exposition. Donc, il ne faut pas tenir compte simplement que d'une teneur, hein, pour la santé des opérateurs. Les dégradations des ouvrages, comme la sulfatation des bétons, hein, notamment. Qu'est-ce qu'on peut faire aussi pour rattraper ça? Quels sont les matériaux qu'il faudrait utiliser déjà? Et puis d'autres conséquences plus ou moins diverses, notamment sur la toxicité qui est induite dans les boues activées, le risque de contamination du milieu récepteur avec des traces de sulfure, donc qui sont toujours toxiques pour le milieu aquatique. Et puis une partie un petit peu plus complexe sur les conséquences pour les riverains, qui assimilent odeur à toxicité, alors qu'il n'en est rien, mais il faut aussi pouvoir les rassurer, comprendre d'où vient la nuisance pour eux, quels sont les seuils olfactifs, et comment on peut donner une unité aux odeurs. Donc cette partie-là, d'une heure et demie à peu près, et un petit quiz qui la sanctionne de à peu près 10 minutes. Donc une fois que vous avez fait la partie 1 et le quiz, vous pouvez passer à la partie 2. Donc évidemment, à chaque fois, vous pouvez voir dans le détail, hein, la deuxième partie, c'est vraiment la quantification de H2S dans l'air et dans l'eau, H2S et sulfure, hein. Comment on estime un risque, donc je fais une cotation par rapport à des cas concrets, avec une note, pour pouvoir prioriser évidemment les actions. Comme on estime aussi la nuisance olfactive avec un champ des odeurs, c'est une notion qui est au général assez complexe. Mais cette partie-là, je la traite assez sommairement. Bon, globalement, la partie 2, c'est en 1 heure. Pareil, un petit quiz de 10 minutes et vous pourrez passer à la partie 3. Dans la partie 3, là, je rentre dans le détail des moyens préventifs de sa formation. Quelles sont les règles élémentaires à respecter? Donc à la fois des dispositions constructives élémentaires, hein, qu'est-ce qu'il faudra avoir comme pente, et ou vitesse d'autocurage, les temps de séjour qui commencent à être menaçants, attention au point de dégazage, c'est quoi confiner, c'est quoi les consignes pour renouveler de l'air, comment on choisit des matériaux résistants, et que c'est un béton par exemple de type XA2, norme XA2 est-il suffisant ou pas? Je vous le dis tout de suite, non, il ne l'est pas. Quels sont les éléments à inscrire absolument au CCTP? Hein, pour les collectivités qui font leur marché, parce que si elles ne boulonnent pas leur CTP, on risque d'avoir des surprises dans le réseau après, dans son exploitation. Qu'est-ce qu'on devrait mettre dans les arrêtés de prescription spécifiques? Les règles d'exploitation, donc qu'est-ce qu'il faut faire pour entretenir des ouvrages, pour prémunir l'apparition de mauvaises odeurs, donc en l'occurrence H2S. Quels sont les paramètres à surveiller dans l'air et dans l'eau? S'il y a une dérive, notamment si on voit des grosses odeurs en sulfate par exemple, là, quels sont les seuils que l'on peut fixer? Là, d'un point de vue préventif, je vous parle dans le détail du Nutriox, hein, développé par Yara, très utilisé. Comment il agit, quels sont les risques aussi avec le Nutriox. Et puis, un mot aussi, on va rentrer dans le détail, des rejets non domestiques. Comment une collectivité doit, c'est un rappel, mais gérer ses rejets non domestiques, est-ce qu'elle peut admettre au réseau? Même chose, un petit quiz de 10 minutes pour sanctionner cette partie. Et une dernière partie, technique vraiment strictement curative. L'HDS est formé, qu'est-ce qu'on fait pour s'en débarrasser? Donc là, je vais traiter deux parties. Comment on fait pour éliminer l'H2S qui est en solution, donc qui est encore dans l'eau, avant qu'il ne dégaze. Et donc là, on peut faire par oxydation, notamment, en injectant de l'air, du peroxyde, si vous avez les moyens. On peut l'avoir par précipitation, par exemple avec de la magnésie, du chlorure ferrique. Je rentre dans le détail des dosages, des avantages et des inconvénients pour chacun des produits. Et puis si on n'élimine pas le en solution, une fois qu'il est dégazé, alors il aura peut-être déjà fait des dégâts, mais comment on fait pour s'en débarrasser? Donc là, vous avez en gros quatre grandes voies, par sorption, hein, par exemple sorption sur du charbon actif, par masquage en mettant des produits olfactifs avec une odeur assez forte pour couvrir l'odeur, ou pour la neutraliser aussi, des produits qui neutralisent, qui sont à base de détergents notamment, qui vont rencontrer les molécules d'H2S et les neutraliser. Par oxydation, là, typiquement, c'est injecter un oxydant puissant dans le réseau.
Alors souvent les mêmes oxydants qu'on utilise à titre préventif, donc là on revoit ensemble les dosages notamment. Et puis les voies par catalyse, qui sont les voies souvent les plus coûteuses mais les plus efficaces. Alors par catalyse, j'intègre dans cette formation la toute dernière technologie qui est une technologie exceptionnelle, qui s'appelle technologie Aleph, qui est un réacteur quantique développé par une fondation, donc tout est aux mains d'une fondation, la fondation Aleph B612, qui m'a donné pas mal d'informations sur le réacteur, donc qui est déjà installé dans pas mal d'endroits, à l'étranger comme en France d'ailleurs. Vous pouvez en voir à Dinard, à Angers notamment. Donc ce sont des technologies une technologie qui abat à coup de bombardement de photons. C'est comme un laser à électrons, sauf que là ce sont des photons qui dégradent toutes les molécules olfactives, donc y compris l'H2S. Donc cette partie curative dure pas 30 minutes, elle est sectionnée par un petit quiz. Il me reste à vous montrer des exemples de vidéos, de contenu avec ma voix posée qui décrit les diapositives. C'est ce que vous allez pouvoir voir sur la partie suivante, avec des petits commentaires élogieux de gens qui ont suivi déjà cette formation H2S. Donc j'espère que cette formation va vous donner envie d'être suivie. J'espère que cette petite description vous donne l'envie de la suivre. Il me reste à vous souhaiter un bon courage et une bonne continuation de cette formation. La formation d'H2S a donc lieu là où les bactéries trouvent des conditions idéales. De la nourriture organique en abondance, des conditions anaérobies et des conditions stagnantes, puisque si le milieu stagne, elles épuisent l'oxygène et donc progressivement elles se rabattent vers les formes moins intéressantes d'oxydants que sont les sulfates. Donc il est bien d'accord qu'un réseau d'assainissement, c'est un endroit qui présente toutes les conditions idéales pour la formation d'H2S. C'est un havre de vie pour les bactéries sulfato-réductrices. Elles s'adapteront à des conditions oxydantes comme elles s'adapteront à des conditions très réductrices. Alors, on va regarder sous ce grand schéma la formation, la genèse de l'H2S et de l'acide sulfurique dans un réseau d'assainissement. Là, j'ai pris en coupe, j'ai fait une canalisation, mais on peut adapter le schéma à un fond de poste de relevage, à un silo à bout, à quelconque bassin de stockage où on aurait un milieu réducteur. La particularité de réseau d'assainissement, c'est qu'il est à surface libre, c'est-à-dire que l'eau, elle marne à l'intérieur. Alors, il y a des segments qui sont sous pression, qui sont entièrement remplis d'eau, mais la majorité du réseau, elle, est à surface libre. Donc, il y a une partie aérienne, donc la moitié supérieure du schéma, et une partie en eau, dont le niveau d'eau varie, évidemment, avec les périodes dans la journée ou dans les saisons. Et c'est évidemment cette partie inférieure, qui est en grisé sur mon schéma, qui va constituer l'essentiel du milieu anaérobie. Dans une eau usée, le soufre arrive sous différentes formes. Donc une forme organique, le plus souvent, que le RSH2, qui est combiné par exemple aux acides aminés soufrés, comme la cystéine et la méthionine, qui représentent 2% des acides aminés que l'on trouve dans les cellules humaines, par exemple, ou animales, et donc dans nos résidus alimentaires. Donc on a ce soufre organique. Et puis on a le soufre minéral, que sont les sulfates, donc SO4 mais aussi les thiosulfates et les sulfonates qu'on trouve dans les lessives, notamment, et les détergents. Donc tout ça, c'est des formes soufrées qui contiennent de l'oxygène ou pas, mais que les bactéries vont pouvoir utiliser, donc soit comme source de nourriture, quand c'est le soufre organique, soit sous la forme d'oxydants, avec les sulfates notamment. Donc quand elles utilisent le soufre organique, on appelle ça la fermentation sulfhydrique, dont le sous-produit majoritairement est le sulfure, S2-. Et quand elles respirent les formes sulfates, elles font de la sulfatoréduction, que l'on peut appeler respiration sulfate, ce qui aboutit aussi à faire des sulfures. Je l'ai dit, dans l'eau, comme il y a plein de protons, les sulfures très rapidement deviennent de l'H2S. Ils peuvent rester sous forme sulfure si on est un milieu un petit peu plus alcalin, mais globalement, on va trouver beaucoup d'H2S formés à partir des sulfures. L'H2S est un gaz qui est très soluble dans l'eau, très 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 soluble, mais par contre, évidemment, au gré du brassage, de la montée en température, il va stripper, il va s'évaporer, et évidemment, se retrouver dans la partie aérienne de la canalisation. Dans la partie aérienne de la canalisation, il va, au contact des traces d'oxygène présent, devenir de l'acide sulfurique, qu'on appelait avant le vitriol, ou H2SO4, qui était un diacide fort. Alors que dans l'eau, l'H2S va rencontrer des ions ferreux, du Fe2+. Il va rencontrer d'ailleurs d'autres métaux réduits, comme les ions manganeux, Mn2+, par exemple. Ça dépend du contexte régional, ou du type d'eau, ou du type d'effluent qui rentre. L'avantage énorme, c'est que l'H2S, s'il rencontre des ions, des cations ferreux, il précipite, il devient du sulfure de fer, le FeS2, qui précipite, qui rend les sulfures totalement insolubles. Et ce sulfure de fer, il est noir. Maintenant, vous savez pourquoi tous les sédiments
sont noirs dans un assainissement, dans un poste de relevage, ou les boues au fond de l'océan, au fond d'une rivière. Tous les sédiments sont noirs parce qu'ils sont totalement imprégnés de ce sulfure de fer, qui est inoffensif, d'accord, et qui neutralise l'H2S du milieu. En fait, l'H2S sur notre planète, avant qu'il y ait une atmosphère, il a, dans le cycle atmosphérique des gaz, eh bien, il a lessivé par les pluies qui contenaient l'H2S tous les sols qui contenaient des métaux. Il les a précipités, créé un sédiment, et pendant ce temps-là, bah, l'écorce terrestre s'est dépolluée de ces métaux embêtants, ces métaux dangereux. Quand il n'y avait plus de métaux dangereux à la face de la planète, la vie a pu apparaître. Donc H2S, il a participé en grande partie à l'apparition de la vie il y a plus de 3 milliards d'années, hein. Mais il était dans ce premier cycle qui n'était pas franchement un cycle de l'eau, puisque l'atmosphère contenait de l'eau, mais on était dans un contexte différent, il n'y avait pas d'oxygène dans l'atmosphère, hein. Enfin, l'atmosphère, comme on la connaît aujourd'hui, n'existait pas. Je ferme cette parenthèse pour vous dire que voilà, le sulfure de fer, ce qu'on appelle aussi la pyrite, hein, dans les minerais, ou or des fous, hein, quand on la trouve sous forme de cristaux, eh bien ce sulfure de fer est une forme qui a neutralisé l'H2S. Cette H2S, je reviens sur la partie aérienne, lorsqu'il est donc devenu de l'acide sulfurique, eh bien, il va s'attaquer évidemment à tout ce qui est acier et tout ce qui est béton. Pourquoi? Parce que le béton, c'est construit avec de la chaux, des argiles, c'est de la chaux vive qui a été cuite, avec des argiles et puis des additifs évidemment, mais les bétons sont à pH alcalin. Donc évidemment, lorsqu'un matériau alcalin rencontre un diacide fort, ça fait très bon ménage. Résultat, ben, le gagnant dans l'histoire, c'est l'acide sulfurique qui va se neutraliser peu à peu en dissolvant les ions calcium qu'il y a dans le béton, qui sont issus de la chaux, former cette laitance. Une laitance, c'est une dégoulinade blanche du sulfate de calcium. Il forme aussi du sulfate de magnésium. Et ce dépôt blanc qui se forme, cette laitance blanche là, que vous voyez sur les photos par exemple, cette laitance là, c'est ce qu'on appelle le gypse. Le gypse, c'est une roche sulfatée. Bon, sauf qu'évidemment, quand on voit des traces blanches comme ça, sur la voûte d'une canalisation, c'est très mauvais signe. C'est que les bétons sont déjà très attaqués par l'acide sulfurique. Puis l'H2S vient aussi après attaquer les aciers, hein, quand ils sont visibles, parce que les bétons vont s'effriter et tomber en plaques. Donc là, évidemment, le phénomène ne va ne faire qu'accélérer, hein. Le cocktail H2S, H2SO4 va ruiner une canalisation en quelques années, hein. C'est possible qu'il ronge plus d'1 centimètre de béton par an, donc c'est énorme. En plus, le phénomène accélère parce que quand un béton est devenu rugueux, avec plein d'accroches, ben, la surface d'échange augmente, donc la dégradation accélère. Donc on est dans des canalisations en béton, évidemment, dans un relief comme ça, on voit très bien, eh bien que c'est la voûte qui est la plus dégradée. La partie, elle, qui est dans l'eau, elle est souvent protégée justement par la couche de sédiments, par le biofilm. Oui, on a ce sédiment noir, mais si on l'enlève, si on gratte, si on hydrocure cette couche-là, on voit que la canalisation, elle, immergée, la partie immergée, est intacte le plus souvent. Il peut y avoir bien sûr des dégradations après liées à de la corrosion, si c'est des canalisations en métal, parce qu'il y a une différence de potentiel entre l'extérieur et l'intérieur. C'est une autre histoire, ça ne concerne pas ici l'H2S. Alors si je regarde cette dégradation, la moitié de l'H2S est formée par les dépôts graisseux et organiques et le biofilm. Le biofilm, qui est une couche de cellules vivantes qui colonisent toutes les surfaces pardon, immergées, hein, donc que ce soit une canalisation, ou que ce soit un océan, des galets dans une rivière, peu importe, un tuyau d'eau potable, il y a toujours du biofilm dedans. Son épaisseur dépend de la quantité de matière organique. Donc évidemment, dans un réseau d'eau potable, il y a très peu de biofilm, enfin très peu. Il y en a partout, mais il a une épaisseur très très fine, quelques dizaines de microns tout au plus. Alors que là, dans un réseau d'eau usée, évidemment, le biofilm va faire parfois plusieurs millimètres d'épaisseur, hein. Ce biofilm-là, alors pourquoi il est à l'origine de beaucoup d'H2S? Parce que c'est là qu'il y a le plus de cellules. 99% des cellules dans un réseau, des bactéries dans un réseau, sont fixées dans le biofilm. Donc c'est une usine à fabriquer de l'H2S parce que c'est une usine à consommer de l'O2. Un ordre de grandeur, hein, la consommation d'O2 par les bactéries, elle est à peu près 5 mg par litre par heure. Ça, c'est à 20 degrés. Si vous passez à 30 degrés, ça double. On est à plus de 10 mg par litre par heure. Si on rapporte ça à la surface du biofilm, ça fait à peu près 700 mg d'oxygène consommé par mètre carré par heure. Donc c'est le biofilm qui consomme l'oxygène dans le réseau, essentiellement. Donc évidemment, comme il y a beaucoup de bactéries dedans, bah, on a des quantités très importantes d'O2 qui disparaissent. Donc les bactéries, inévitablement, se rabattent vers les ions nitrates, puis très vite les ions sulfates.
Donc voilà le panorama du fonctionnement de la formation d'H2S. Vous savez quasiment tout sur sa genèse. Donc toujours la même chose, hein, le biofilm qui est à l'origine, les formes organiques qui servent à la nourriture des bactéries, donc les soufres organiques, acides aminés soufrés, et les formes minérales, donc les sulfates ou thiosulfates ou sulfonates, donc issus des détergents, des lessives et aussi des urines, comme les sulfates par exemple, et bien eux qui servent eux d'oxydants. Donc le cocktail est simple, nourriture organique, et puis une source d'oxydants, les bactéries prolifèrent, mais dans tous les cas nous libèrent des sulfures. Donc on voit déjà aussi des solutions se profiler. Un réseau dont on enlève les dépôts organiques avec assiduité, si on contrôle son biofilm par une vitesse suffisante d'autocurage par exemple, si on n'apporte pas trop de soufre organique ou de sulfate dans l'eau usée, eh bien, toutes ces pistes-là vont réduire progressivement la teneur en sulfure produite, donc le risque F2S. Donc il faut d'abord avoir bien compris ce schéma pour qu'on puisse discuter des solutions. Alors, j'ai mis une petite remarque en bas de page pour finir sur cette diapositive. On a cette stratégie nationale de réduire les entrées d'eau pluviale dans un réseau d'assainissement. On fait bien, hein, il faut le faire, c'est plutôt bénéfique au fonctionnement du réseau puisque on surconsomme de l'énergie, on fait rentrer beaucoup de sable qui fait une abrasion des canalisations, ça augmente la consommation de coagulants et de réactifs en station d'épuration. Bref, les eaux pluviales, c'est des eaux propres, elles n'ont rien à faire dans un réseau d'eau usée, hein. Même si c'est un réseau, on va dire, unitaire parce qu'on n'a pas le choix, on essaie de minimiser vraiment les entrées d'eau pluviale. Sauf que les eaux pluviales, dans le contexte de cette formation-là, elles ont un intérêt. Elles réduisent le temps de séjour, puisqu'elles font un lessivage, elles poussent les dépôts, elles réduisent le temps de contact. Donc en réduisant les entrées d'eau pluviale, donc ce que font quasiment toutes les collectivités, ben, elles tendent vers une aggravation du risque F2S parce que le temps de séjour y augmente faute de dilution. Maintenant, à la quantification d'H2S, mais dans la matrice eau. Donc les F2S et les sulfures en solution. Donc soit dans l'eau usée, dans l'eau brute, dans ce que vous voulez comme matrice liquide, ou dans le solvant, parce qu'on a fait barboter après un prélèvement sur le terrain. Après avoir utilisé un canister, eh bien on a de l'H2S dans une solution d'acétate de zinc. Donc peu importe, on peut faire ça avec un spectrophotomètre ou spectrocolorymètre, comme vous voulez. Il y a des modèles de terrain et c'est nettement plus intéressant le modèle de terrain en ce qui concerne les sulfures. Ces appareils-là, ils permettent une sensibilité de mesure de l'ordre de 0,1 mg par litre, ce qui suffit très largement pour les sulfures en solution, hein. Ce n'est pas la peine d'avoir une sensibilité plus importante. Il y aura une trop grande incertitude de toute façon après de mesure, à cause des matières en suspension, à cause du pH, de l'évolution de l'échantillon, donc ce sera compliqué. Donc moi je vous recommande une mesure de terrain si vous travaillez avec un spectrophotomètre. Alors évidemment, le problème avec les sulfures, c'est leur instabilité, comme l'H2S. Selon la température, le pH, le brassage de l'échantillon, le mettre dans un bidon, le retransférer dans des tubes, etc., on strip à chaque fois, donc on perd de l'H2S. On peut se retrouver à zéro, on peut tout perdre, les sulfures qui étaient présents. Donc soit on mesure sur le terrain, mais si on mesure sur le terrain, donc il faut un spectrophotomètre de terrain. Soit on acidifie l'échantillon, c'est ce que font les laboratoires quand on fait des sulfures différés. Il faut amener l'échantillon à pH 2 maxi, à l'aide d'acide nitrique, hein, ça c'est normé tout ça. Et là, on peut garder l'échantillon pendant plusieurs jours, hein, si on veut, puisque une fois que c'est dans l'acide, il ne bouge plus. Et mais évidemment, l'idéal, c'est de travailler maintenant avec des sondes, encore une fois. Il y a des sondes électrochimiques qui sont assez récentes, hein, par contre, hein, donc, ACT a sorti son modèle, lui, qu'en fin 2022, par exemple, hein. Donc, on a des modèles un petit peu plus anciens, comme Sulfilogger, par exemple, mais il n'y a pas 50 000 sondes sur le marché pour mesurer la F2S ou les sulfures en solution. Alors, ces sondes-là, donc ils changent complètement la donne, encore une fois, parce que là, on peut les laisser à demeure, on mesure n'importe quelle matrice, il n'y a pas d'interférence, la mesure de 0 à 1000 ppm instantanément, enfin c'est très très pratique. Donc il y a AAC, il y a Sulfilogger, il y a AquaMS, là, qui utilise une sonde de chez Trios. Ce sont des sondes qu'il faut réétalonner, hein, de temps en temps. Et leur principe de mesure, c'est de la fluorimétrie. Donc elles émettent une fluorescence, l'H2S exposé à la fluorescence réémet une longueur d'onde différente, le capteur mesure cette fluorescence, donc pas d'interférence, sensibilité immédiate. Voilà. Pareil, on mesure, on peut transférer dans le cloud, avoir une réponse en continu, comment on faisait avant. Alors comment on faisait avant? On avait des petits fichiers, des petits tableurs, comme moi je vous ai fourni dans la formation. Il y aura une vidéo pour commenter justement ce petit fichier-là. Quand on n'a pas de sonde, il faut essayer de transformer la valeur mesurée en solution en quantité probable dans l'air.
Alors, regardez ici, vous avez un petit graphe ici à droite qui vous permet de mesurer quoi? Vous voyez, on voit la concentration d'H2S dans l'eau et la teneur dans l'air potentiel, donc en milligrammes par mètre cube. Donc, vous voyez, par exemple, ici, je vais prendre le tracé à 20 degrés, là en bleu, et bien, si je prends la VLE, donc 10 ppm, donc 14 mg par mètre cube, je projette le 14, et je vois qu'à 20 degrés, ça fait peut-être 1,6, 1,7 mg par litre. Donc, sous-entendu, eh bien, une teneur en H2S dissous de plus d'1,5 mg par litre induit un risque d'atteindre la VLE. Donc évidemment, les sondes intègrent avec un environnement informatique selon la température et la teneur que vous trouvez, la quantité potentielle retrouvée dans l'air. Le fichier d'évaluation du risque que je vous fournis, je vous ai mis plein d'outils de calcul, hein, quantitatifs notamment, pour dire s'il y en a tant dans l'eau, attention, vous allez avoir tant dans l'air. Donc évidemment, le top reste quand même d'utiliser des sondes, hein, bien entendu. Alors, pour finir, le dosage de l'H2S, lui, il est absolument, enfin dans l'eau visée, il est fortement recommandé. Bon, déjà en termes d'évaluation du risque, on va y venir dans les diapos suivantes, mais pour calculer aussi les taux de traitement, ça j'en parlerai que dans la partie 4. D'ores et déjà, vous pouvez retenir une chose, c'est que l'objectif serait de ne pas atteindre 2 mg par litre à l'entrée de station d'épuration. Ce qui est déjà une teneur qui commence à inhiber les bactéries nitrifiantes, hein, rappelez-vous, et d'autres bactéries, qui commencent à induire qu'il y a de la septicité qui rentre aussi. Donc certaines parutions vous diront jusqu'à 5 mg par litre en entrée, ça va. Donc les 5 mg par litre considérés comme vraiment un seuil haut et à réserver au cas où vous avez une boue activée avec des surpresseurs ou au moins une grande puissance d'aération, puisqu'en effet vous allez pouvoir éliminer la septicité assez rapidement en réoxydant le milieu. Sauf que ce n'est pas le cas de beaucoup de stations d'épuration. Il vaut mieux cibler une teneur plus basse, hein, je dis déjà 2 mg par litre, ce serait vraiment pour moi un seuil haut. Considérer le 5 comme une valeur extrême, sachant que vous voyez sur le graphe, au-dessus, je vous ai mis que c'est pas rare d'avoir des teneurs de 30 mg d'H2S par litre, hein, dans un réseau d'assainissement, notamment en milieu rural, un réseau stagnant ou des retours en tête de stations d'épuration. Je ne parle pas de contexte industriel. Donc, sous-entendu, si vous imaginez 30 mg d'H2S en solution, la quantité que ça peut représenter dans l'air, encore sur le projet de la droite, c'est des teneurs très importantes, hein, potentiellement mortelles pour l'homme en quelques minutes. Donc il faut être réaliste, la mesure dans l'eau est quand même relativement pertinente. Et je vous ai mis en remarque ici qu'elle était bien plus fiable que celle dans l'air, parce que rappelez-vous, j'ai dit, elle ne dépend pas des turbulences et d'emplacement du capteur. Les sondes aujourd'hui peuvent mesurer des teneurs en H2S et en sulfure dans l'eau, donc quelques centimètres d'eau. Hein, aussi, on peut les mettre vraiment au fond d'un tampon, dans la petite partie où l'eau circule, ça ne pose pas de problème. On sait très bien faire ça. Un mot maintenant sur la technologie de masquage. Alors le masquage, évidemment, la stratégie est différente. Je ne cherche plus à agir sur l'élimination, mais sur la perception. Donc la nuisance, hein, perçue par les riverains ou les exploitants. Donc il y a deux grandes technologies. Il y a le masquant. Le masquant, il remplace une odeur existante par une autre odeur plus forte et plus agréable. Exemple, un arôme de fraise. Un neutralisant, lui, va essayer de modifier le composé qui est dans l'aérosol. Donc on va le pulvériser autour de sa maîtrise pour essayer de le faire réagir avec les molécules nauséabondes au contact. Donc le masquant, lui, contient des parfums naturels, je vous dis de la vanilline, de calyptol, des arômes de fraises, de résineux, ou des parfums synthétiques, bien entendu. Alors qu'un neutralisant, c'est plutôt des détergents qu'il contient, des tensioactifs. Alors, je vais voir avantages, inconvénients. Alors, en termes d'avantages, il n'y a pas de sous-produits formés. D'accord? Bon, les odeurs, des fois, engendrées sont un peu suspectes, hein. Un mélange d'odeurs nauséabondes et d'arômes de fraises, ça donne parfois un cocktail un peu spécial, hein, donc qui n'est pas toujours apprécié des riverains. La mise en œuvre est facile, même ponctuellement, même vous savez que il y a telle saison, vous êtes embêté sur tel poste, vous pouvez mettre en œuvre quelques jours avant. Voilà, alors, par exemple, sous forme de gel imprégné, vous voyez, qui vont être suspendus dans un tampon, par exemple, hein, ou dans un poste de relevage, donc sous forme de plaques. Vous pouvez aussi avoir des produits qui vont être pulvérisés, donc sous la forme d'un spray. Donc là, on en pulvérise 40 à 200 millilitres par heure, par exemple. Donc voilà, ça va entraîner une altération de la perception de la mauvaise odeur. Le prix, voilà, est très modique, hein. Globalement, vous récupérez des tarifs là, des gels ou des bidons de 5 litres, des trilodor, là, c'est 65 € hors taxe, les 5 litres, ou la plaque.
Voilà. Et un gel, ces plats que vous avez ici en photo, leur durée de vie, ça dépend de la taille, mais c'est de 6 à 12 semaines. Donc vous savez, ça peut passer par exemple une saison touristique, un week-end de foire commerciale, vous savez que ça va sentir mauvais, par exemple, qu'on va remuer un peu les eaux usées. Bon, bah, pourquoi pas? Ça veut dire c'est un investissement relativement modéré, mais on est bien d'accord, en termes d'inconvénients, l'efficacité est très limitée. On ne peut pas avoir une concentration d'odeur avec ça de moins de 1000, enfin ça va se limiter à 1000 UE par mètre cube d'air. On est bien d'accord, là je suis plus dans des odeurs très peu persistantes, je suis dans des odeurs peu persistantes. Donc il y aura quand même une perception olfactive, c'est quasiment inévitable, hein. Donc ça ne marche que dans des aires viciées qui sont peu chargées, bien sûr. Et puis attention aussi, si vous avez une campagne olfactométrique qui est prévue, ça va tout fausser. Parce que les nez vont bien percevoir, eux, cette odeur-là, hein. Donc ça perturbe complètement l'identification. Bon, voilà, on ne peut pas en attendre grand chose, mais dans la formation, on va dire que c'est une action possible. Voilà, pensez encore une fois, frappe chirurgicale ponctuelle.